Donc, bonjour à tous, je suis Cindy Bétan, je suis directrice communication et marketing chez Cision. Donc, rapidement, qui est Cision? Nous sommes un des plus gros acteurs dans tout ce qui concerne la veille, l'intelligence média, les RP. Bref, nous sommes une industrie de l'information et nous permettons à nos clients communicants d'y voir plus clair sur tout ce qui se passe autour de leur marque, de leur donner tous les insights nécessaires à travers tous les canaux de la télévision, radio, web et réseaux sociaux. Et nous essayons aussi de les mettre en lumière à travers nos bases de données médias. Bref, si vous ne devez retenir qu'une seule chose, c'est finalement Cision est un éclaireur de marque. Alors évidemment, le sujet qui nous anime aujourd'hui nous fait clairement écho. Parler de marque éclairée, c'est vraiment quelque chose qui moi passionne et vous allez voir que vous allez avoir affaire à d'autres passionnés. Et je vais commencer par une mauvaise nouvelle, mais vous verrez que vous allez passer un bon moment avec nous. Malheureusement, Xavier Rivoire a eu un empêchement de dernière minute et ne pourra pas se joindre à nous aujourd'hui. En revanche, j'ai le plaisir d'accueillir Dounia Alno. Bonjour Dounia. Bonjour à tous. Bonjour et merci pour votre accueil aujourd'hui. Je vous en prie, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Donc Dounia, vous êtes directrice de la marque NJ. Et puis, pour animer aussi ce webinaire et pour vous interviewer parce qu'il connaît bien votre société, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Lebignard. Bonjour Patrice. Bonjour mesdames, bonjour Dounia, bonjour Cindy, bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous. Mais écoutez, quand je disais qu'on avait trois amoureux des marques, alors toi, c'est bon, je sais pas si les présentations sont encore à faire, mais en tout cas fondateur de E4Brands et tu fais en sorte que les marques arrivent à raconter leur histoire et arrivent à se trouver et justement à être plus éclairées. Alors, on va commencer tout de suite. Je tenais vraiment à m'excuser par rapport au fait que Monsieur Rivoire ne pourra pas vous joindre. Il s'excuse auprès de vous d'ailleurs. Mais pour me racheter, on vous a prévu une petite surprise aujourd'hui. Vous allez découvrir en avant-première les résultats d'une étude qui n'est pas encore sortie sur l'engagement des marques. Alors voilà, c'est un petit cadeau pour compenser, mais vous allez voir qu'on va passer un super moment ensemble à parler de marques éclairées. Patrice, je te laisse la main pour ce webinaire qui devient comment NJ est-elle devenue une marque éclairée? Absolument, merci beaucoup Cindy pour cette présentation. On va rentrer dans le sujet. Oui, je suis un amoureux des marques depuis longtemps et ma mission est de les aider à construire et à développer une relation affective entre la marque et leurs clients, la marque et les clients. Et bien entendu, aujourd'hui, on est sur des marques qui ont un temps d'avance pratiquement sur leur marché et j'ai le plaisir de discuter et d'en parler avec Dounia qui représente et qui parle de cette marque formidable qui est la marque NJ et on va rentrer un petit peu dans le détail. Mais NJ, c'est une marque finalement assez nouvelle et j'aimerais que Dounia nous explique le parcours un petit peu de la marque, comment est-ce qu'elle est devenue NJ et comment est-ce qu'elle a maintenant cette envie de nous faire agir avec NJ. Avec plaisir, merci Patrice. Alors effectivement, GDF-Cheuse est devenue NJ en 2015. Et à l'époque, c'est un changement de nom, je dirais, qui a été extrêmement efficace, mais qui n'était qu'un changement de nom. Pourquoi? Alors, c'est un changement de nom puissant, on est sur un nom à consonance internationale qui est magique parce qu'il dit évidemment énergie,
qui est ce nom NJ qui est très féminin, qui fait aussi référence involontaire, mais c'est comme ça à cette chanson et qui du coup a énormément de proximité et suggère aussi toute la volonté d'accompagnement et de proximité qu'on a auprès des gens, auprès de nos clients. Mais ce qui pose question, en fait, c'est que lorsque moi, je rejoins le groupe en 2018 quand j'arrive, je me rends compte qu'il y a cette marque, il y a cet écrin qui est planté, mais en termes de fond de marque, de discours de marque, en fait, à part une signature dont peu se souviennent, je pense, parce qu'elle est efficace, mais finalement très générique, qui était By People for People. En termes de positionnement, d'ambition, de mission, etc., il n'y a rien. Et à ce moment-là, en fait, où j'arrive, et là, on est vraiment dans les sujets de montée en puissance du purpose, des sujets de raison d'être, etc., etc. Et ça, je le dis, c'est d'autant plus vrai que cette montée en puissance, elle a été fulgurante parce que moi, je venais d'ADP, aéroport de Paris, et lorsque j'y étais, si vous voulez, évidemment que la RSE était un sujet, mais elle était encore un sujet de reporting extra-financier qui faisait l'objet de rapports annuels. Et puis, vous voyez, Aéroport de Paris aujourd'hui et Air France Co, au-delà de la crise de trafic qu'ils connaissent, ils sont tous maintenant sur les avions à hydrogène, ce qui n'était pas un sujet il y a quelques années. LG, c'est un peu ça, c'est que en 2015, ils se sont lancés presque un peu en avance de phase sur un recentrage du modèle d'un énergéticien fossile, vers un énergéticien centré sur les renouvelables. Mais c'était un recentrage, je dirais, lent à l'image de ce qu'est le paquebot NJ. Et puis 3 ans après, ça avait été très très vite. Et puis il fallait faire acte d'une transformation forte. Et donc, par rapport à ta question, Patrice, effectivement, il y a eu ce premier move qui a été de dire on fait GDF Suez. Et puis 3 ans après, il y a eu tout le déploiement, et je dirais que le succès, il est dans une approche très systémique, qui était de dire il y a une vision de l'entreprise qui s'incarne dans une raison d'être, il y a des preuves qu'on va donner à nos différents clients, B2C, B2B, les collectivités, etc., pour montrer que vraiment on met dans leurs mains le moyen de mettre cette raison d'être en action. Et puis ensuite, alors vous me direz si vous voulez que je le développe, mais il y a aussi le développement d'une certaine posture et puis l'enjeu ensuite d'emballer tout ça dans un dispositif de com qui soit extrêmement différenciant puisque on est sur un secteur qui est hyper agressif et on est dans l'obligation d'avoir une communication qui se distingue. Alors par rapport à ça, je vous donne 2-3 billes. NJ, je dirais que c'est hyper particulier et en réfléchissant, je réfléchissais à Xavier qui aurait dû être là. En fait, vous vous en doutez tous, quand on est énergéticien, on est challengé sur notre cœur de métier. Decathlon a des sujets de business, a eu des sujets de contribution positive pendant le Covid et il a amené une contribution sociétale au-delà de sa contribution au bien-être des gens, mais de fait, il est ancré sur un métier qui est un métier de bien-être. Chez NJ, on a été profondément remis en cause sur notre cœur de métier parce que on voulait faire un business infini sur une planète finie. Et on ne peut pas, en fait, faire un business d'énergie fossile. Alors, je modère là parce que NJ, c'est une boîte qui est sur le gaz naturel, qui est nettement moins émetteur que le pétrole, mais ça reste quand même une énergie fossile et ça reste quand même le cœur du business aujourd'hui. Et donc, on était vraiment challengés sur notre raison d'être, mais je dirais pas au sens communicant du terme, mais vraiment au sens pourquoi est-ce que les gens se lèvent tous les matins pour faire ce métier-là. Et donc, l'entreprise a lancé, et ça je pense que beaucoup de gens qui sont avec nous dans la pièce, si je puis le dire comme ça, ont vécu ou sont en train ou vont vivre ça. On a lancé ce grand processus de consultation qui était de dire il faut co-construire avec nos salariés, nos parties prenantes. Il faut reconsidérer en fait avec eux la raison pour laquelle ils se lèvent le matin, parce que notre business model, il est mis en péril par un certain nombre d'attentes. Et d'ailleurs, ces attentes, on les connaît tous. Il y a la digitalisation, il y a le sujet du pouvoir d'achat, puis il y a l'attente de responsabilité qui, là, post-Covid, est devenu un truc énorme. Et ça, Dounia, cette grande remise en cause, c'était quelle année? Eh bien, écoutez, c'est 2018. C'est 2018. Mais avec une formalisation de la raison d'être en 2020, vous voyez, parce que alors, j'ai plongé à fond dans le sujet et je suis désolée, je ne vous ai pas fait vraiment le background.
Mais Engie, c'est 170 000 collaborateurs, 70 pays, un actionnariat public, une palette de métiers qui est sur toute la chaîne de valeur. Donc, je vous le dis, en fait, quand on a lancé Engie, on a dit One Brand, One Company, mais en fait, c'est One Company et 750 marques. Et ça va, alors on n'a plus de production aujourd'hui d'énergie, mais on a toutes les infrastructures de transport, donc tous les gros gazoducs, si vous voulez, jusqu'à la fourniture, en passant par les services à l'énergie. Donc, c'est tous les services qui vous permettent de consommer mieux, consommer moins, etc. Et ça, on le fait pour les particuliers, pour les entreprises et pour les villes. Donc, emmener tous ces sujets-là dans un processus de formalisation de raison d'être unique, bah, ça a pris 1 an et demi. Voilà. Et donc, on est arrivé en 2020 avec une raison d'être qui a sa raison d'être, mais qui est ce qu'elle est, et qui était de dire il faut, à travers nos solutions, contribuer à agir pour la neutralité carbone. Et ça, en fait, ça fait que la moitié du chemin. Ça fait une partie du chemin pour nous parce que ça drive clairement la transformation et c'est une boussole sur les choix qu'on fait en matière d'investissement dans les nouvelles énergies, etc. Mais en fait, tout le monde dit ça dans le secteur et tout le monde dit ça hors secteur. Je pense que vous savez, Patrice et Cindy, et ça va de L'Oréal à Nespresso en passant par Total et Enel. Tout le monde raconte ça. Donc, ça fait que la moitié du job. Alors, ce qui nous aide à faire l'autre partie du job, c'est de dire, bah, effectivement, avec ça, on a des preuves. Et on a un truc qui a été complètement fou, qui a été de dire, en fait, une des façons de prouver qu'on fait ça, c'est d'amener nos clients à consommer moins. Et on va les récompenser pour ça. Et là, on en discutait, Patrice, en avant sur mon programme pour agir. C'est comme si on était chez Nike et qu'on disait, en fait, on va fidéliser les gens qui achètent moins de paires de baskets. Ça paraît complètement fou, mais c'est ça qu'on a fait. Et c'est un programme de fidélité destiné aux particuliers qui s'appelle Mon programme pour agir. Et en fait, moins vous consommez et mieux vous consommez, c'est-à-dire plus vous basculez vos contrats vers des contrats d'énergie verte, plus vous souscrivez des offres ou des services qui vous permettent de mieux consommer l'énergie, parce que chaudière à condensation, parce que compteur qui vous permet de piloter votre conso, parce que consultation de contenu qui vous donne des tips pour faire vos machines au bon moment, mieux éclairer, mieux chauffer, etc. Bah, en fait, vous récoltez des points et ces points, vous pouvez les convertir en actions vertueuses qui sont des actions solidaires, des actions environnementales, etc. etc. Et enfin, ça peut avoir l'air comme ça, on en voit maintenant des programmes de fit comme ça, mais je vous promets que quand on est arrivé en disant on va faire du business sur de la décroissance, nos patrons nous ont regardés en disant mais vous avez fumé la moquette. Ils sont fous à la communication. Non, mais c'est hyper intéressant. Alors justement, ça nous amène peut-être merci, ça nous amène à lancer peut-être le sondage. On va faire travailler un petit peu notre audience, en effet, puisque… Parce que là, on a cette vision de la marque éclairée qui, à la fois, installe une raison d'être, dont fait sa transformation. C'est ce que tu viens de nous expliquer, Dunia, mais aussi, ça suffit pas, finalement, cette communication et cette raison d'être, parce que tout le monde, plus ou moins tout le monde quand même, hein, soyons raisonnables, se met à travailler sur ça. Et après, on fait passer les gens à l'action et on passe à l'action et je trouve que c'est assez intéressant. Alors, Cindy, si tu veux bien. Alors, je lance. Normalement, vous devriez avoir une petite pop-up, chers auditeurs, qui s'affiche. Et pour vous, qu'est-ce que c'est qu'une marque éclairée finalement? Donc, vous avez plusieurs réponses possibles. Vous pouvez en choisir plusieurs d'ailleurs. Est-ce que c'est une marque qui a une vision de l'avenir? Est-ce que c'est une marque dont nous parlons dans nos conversations, à l'oral comme ça ou sur les différents réseaux? Est-ce que c'est une marque qui s'engage pour améliorer la vie de ses clients? Ou est-ce que c'est une marque qui prend la parole avec pertinence dans les médias? Je vous laisse moins de 10 secondes pour répondre. Il n'y a pas de bonne réponse, ou peut-être que si d'ailleurs, vous me direz, Patrice, Dunia, ce que vous en pensez. Attention, je ferme le sondage et je vous le partage. Vous le voyez, donc 86% pensent qu'une marque éclairée est une marque qui a une vision d'avenir. 69% est une marque qui s'engage pour améliorer la vie de ses clients. Donc, on est bien dans cette notion d'engagement, Dunia, dont vous nous parliez.
18% qui prend la parole avec pertinence et 8% dont nous parlons dans nos conversations. Est-ce que vous voyez bien les résultats? Oui? Oui. Eh bien, écoutez, je vous laisse enchaîner. Alors, sur vous, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très inspirant. On voit bien l'impact d'ailleurs du discours de Dounia. Hein. Les gens qui nous écoutent ont bien retenu les deux points clés. Moi, j'ai envie de dire, c'est un peu les quatre les réponses. Donc, mais c'était pour voir un peu ce qui semble votre priorité. Et Dounia, ça nous ramène à cette idée de la communication sur la raison d'être, donc avoir cette vision et la faire partager aux clients en tout cas et au public plus largement. J'imagine aussi aux collaborateurs, parce qu'il faut, comme tu l'as dit, leur donner cette raison d'être pour qu'ils puissent se lever tous les matins et faire ce métier. Je pense que c'est très important également, on en parlera peut-être davantage. Mais ça pose aussi la question de qu'est-ce que fait Angie, parce que finalement, communiquer, c'est bien, mais apporter la preuve de cet engagement fort et de cette volonté de changer la vie des gens en l'améliorant, bah, ça commence aussi par soi-même. Donc, comment est-ce qu'on réussit à passer ce message dans l'entreprise avec 170 000 collaborateurs? Alors, il y a plusieurs choses. Je dirais, qu'est-ce que fait Engie et la question est légitime, c'est-à-dire qu'est-ce que font les boîtes avant de donner des leçons à leurs clients. Bon, là-dessus, je dirais, il y a deux niveaux d'action. Il y a un sujet, je trouve, qui est très compliqué à manipuler aujourd'hui, qui est qu'on le voit avec toutes les enquêtes. Enfin, je regardais hier entre les Elan Edelman, les Havas, les W, Sillon, enfin on le voit là. En fait, les entreprises, de plus en plus, elles sont amenées à devenir, je dirais, presque des acteurs moraux. C'est-à-dire, il y a 30 ans, on nous aurait dit les boîtes vont se positionner sur des sujets comme l'environnement, la parité, la mixité. On voit L'Oréal qui rend public le fait qu'un de ses collaborateurs a recours à la GPA, etc. Enfin, on nous aurait pris pour des fous. Et d'ailleurs, maintenant, on voit que ça atteint un cran de plus parce qu'on a des boîtes, et on l'a vu avec l'épisode du Capitole, des boîtes américaines qui sont positionnées contre ça. Et on a vu, je crois, il y a eu Boeing, bon, il y a eu Nike, hein, évidemment, le pionnier de ceux qui se positionnent sur la grande chose, etc. Mais enfin, on était des acteurs économiques, on nous appelle à devenir des acteurs sociétaux et demain des acteurs politiques. Et je dirais que là-dessus, comme tout un tas de boîtes, et ça, on prend des engagements qui sont vraiment liés à la raison d'être dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a des engagements qui sont des engagements fermes sur la diminution de nos émissions de CO2, et on a fait moins 50% entre 2016 et 2020, et on vise encore, on vise la réduction totale à 2030, de faire l'autre pas des moins 50. On a des engagements fermes sur le positionnement des femmes de l'entreprise avec l'accès au poste de dirigeant pour les femmes. Ça, j'ai des chiffres quelque part dans une fenêtre, je vais vous les ressortir. On a un engagement ferme à augmenter la part d'énergie renouvelable dans notre mix, et donc par là même la part d'énergie qu'on va vous fournir pour travailler, pour vous chauffer, pour vous déplacer, etc., etc. Et puis, on a un engagement de sortir totalement du charbon, puisqu'il y a des pays dans lesquels c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont un peu au fait là-dessus, mais en fait, malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucune géographie qui est capable de tourner exclusivement aux énergies renouvelables, parce que c'est des énergies intermittentes qui ne se stoppent pas et qui sont dans certaines géographies très, très chères à produire. Et donc, le gaz et parfois le charbon font la bande de transition jusqu'à ce que ça puisse être plus accessible et que le gaz devienne gaz vert, etc. Et donc, voilà, on a ces 4 engagements-là, et ça, je dirais, ça change pas directement ça a des impacts sur la vie des citoyens, mais c'est la réponse à ce qu'on nous appelle à devenir comme type d'acteur en tant qu'entreprise. Et puis après, il y a ce que je fais pour vous au quotidien. Donc, par exemple, si je me mets sur le client particulier, sur les enjeux contemporains qui sont par exemple l'enjeu du pouvoir d'achat, et celui-là, on l'a vu là, avec la crise sanitaire, où en fait, c'est quand même un sujet parce que je suis en télétravail, je dois manger chez moi tous les jours, et en fait, je me rends compte que ça me coûte beaucoup plus cher que la cantine de ma boîte. Voilà.
Donc là-dessus, on a des offres low cost. Donc on a fait comme Orange qui a créé Soch. Ben, nous, on a créé une offre qui s'appelle Happy et qui, à un moment donné, est une offre d'optimisation de votre facture de consommation d'énergie. Donc ça, c'est la première chose. Il y a votre préoccupation de consommer mieux l'énergie. Donc ça, on a une offre pionnière aujourd'hui, enfin moi que je trouve géniale. Alors à titre personnel, je suis bretonne et je me suis toujours dit, j'aimerais être sûre que quand je suis chez mes parents, l'énergie qui est consommée, c'est celle qui vient du barrage de la Rance. Alors on n'y est pas parce qu'on n'a pas réussi à la faire partout en France, mais dans certaines géographies, bah, le gaz que vous allez consommer, ça va être du gaz vert produit dans une ferme qui est à quelques kilomètres de chez vous. Donc là, on est vraiment un peu à la mode d'une marque comme U sur le système vertueux de je consomme local, je crée de l'emploi, je crée des revenus supplémentaires pour les agriculteurs, etc. etc. Donc ça, c'est une deuxième chose. Et puis après, sur je dirais la troisième attente, hein, parce qu'on a dit pouvoir d'achat, responsabilité, et puis quand même la digitalisation. Bon, là, on a tous les parcours digitaux de souscription. Et puis, cette formule, mon programme pour agir, qui est vraiment un système de reward digital qui se met en place. Ça, c'est pour le B2C. Je vous en parle beaucoup. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même en background, c'est que moi, je suis la directrice de la marque Engine et au niveau groupe. Et en fait, ce qui va vous surprendre, c'est que le B2C, en fait, il y a un paradoxe en communication. C'est eux qui ont les gros budgets, donc c'est eux que vous voyez à la télé et qui font la course à l'échalote avec EDF parce qu'on est dans un secteur où c'est la ruée aux investissements médiatiques parce qu'il y a une concentration des acteurs. Mais en fait, en termes de poids business, le B2C, c'est tout petit parce que c'est que 4 pays sur les 170 d'Engie. Et nous, on est surtout un très, très gros acteur B2B qui accompagne les entreprises et les collectivités dans leur transfo. Et là-dessus, je vous cite un exemple pour finir. On a un modèle contractuel maintenant avec les entreprises qui s'appelle le PPA, donc c'est Power Purchase Agreement. Et en fait, ça fait par exemple que là, avec Orange France, on s'est engagé sur un contrat de 15 ans à prix fixe, j'insiste, alors que le prix des énergies renouvelables, c'est quand même, voilà, ça fait comme ça. Et on leur dit, bah voilà, pendant 15 ans, on vous fournit de l'énergie 100% renouvelable, solaire et éolienne à prix fixe. Et vous, Orange, ça vous permet de tenir votre engagement puisqu'ils ont pris l'engagement. Alors, je ne veux pas dire, je ne sais plus si c'est 30 ou 50%, mais en tout cas, ils ont pris l'engagement dans leur mix électrique d'avoir une part de 30 ou 50% d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est aussi un business model qui permet, sur ta question, de qu'est-ce que vous faites pour moi, ben, si tu es patron de ville ou d'entreprise, ce que je fais pour toi, c'est que je t'assure un prix fixe et je t'accompagne dans ta transfo. Donc voilà, en gros, c'est déjà pas mal. Dunia, j'ai une question de Clémence. J'aimerais qu'on revienne un petit peu à ce modèle de décroissance que la communication a proposé au groupe Engie. Déjà, est-ce que c'était un projet communication à la base, un projet un peu fou? Comment vous avez fait pour le porter et pour vous faire entendre? Parce qu'on sait que la communication, alors, commence à prendre du poids aujourd'hui dans l'entreprise, mais souffre quand même d'un manque d'écoute au sein de l'entreprise. Comment vous êtes arrivé en 2018 à faire passer un truc pareil quand ça vient de la com? Ouais, alors bonjour Clémence, merci pour votre question. En préambule, moi je voudrais vous dire, il ne faut pas baisser les bras. La com monte en puissance à certains endroits et pas dans d'autres. Et d'ailleurs, je vous renvoie, je pourrais la partager à une tribune qui a été écrite récemment, je ne sais pas si vous le connaissez, par Frédéric Fougera, qui est un éminent DIRCOM et qui a écrit une tribune dans les Échos en disant, en gros, ne virez pas votre DIRCOM, vous pourriez en avoir besoin. Parce qu'on sait que les enjeux de l'entreprise sont à la rationalisation et on a vu des boîtes comme Air France supprimer carrément la direction de la communication et on en voit d'autres mettre le DIRCOM avec le DRH, le secrétaire général et tout. Donc, je comprends très, très, très bien, mais très bien, la question de Clémence. Et Clémence, ne désespérez pas parce que je pense que notre rôle, il est clé là, c'est-à-dire que dans la relance aujourd'hui, s'il n'y a pas la com entre les offres des entreprises et les attentes des citoyens, en fait, la relance économique, elle ne se fera pas et elle passe par nous. Donc, il faut vraiment garder espoir. Alors après, pour vous répondre sur comment on a fait. Alors, moi, j'ai… en fait, on a une chance chez Engie. Donc, le programme là dont je vous ai parlé, il est porté par le B2C.
donc par la directrice marketing et communication du B2C France. Moi, je suis au groupe, donc j'ai la France et puis j'ai tous les autres pays. Ce que j'ai fait en arrivant, c'est que je me suis dit, on a un atout clé qui est une marque unique. C'est pas Total Group et Direct Energy en B2C, c'est pas EDF et Sowi Wizy, c'est Engie et Engie. Et donc en fait, il faut qu'on installe la marque unique et ça, on voit que ça a des vertus aujourd'hui. C'est que quand Engie communique en corporate, ça crée directement de l'intention d'achat en commercial. Et d'ailleurs, l'euro investi sur la campagne corporate aujourd'hui, il est 2 à 6 fois plus puissant à peu près en intention d'achat que la com commerciale. Et quand le B2C investit en com commercial, ça nourrit la réputation de la boîte. Et en fait, si je vous raconte ça, c'est que le fait pour moi de déployer cette marque unique, à un moment donné, ça m'a donné, si je peux le dire ainsi, une prise sur la filière. Et ça m'a permis, en tant que communicante, de venir lier ma réflexion, en fait, avec le business, avec les marketeurs, avec les communicants qui, eux, ont la main sur les PNL, donc sur les chiffres d'affaires, sur les enjeux business, parce que moi, je n'ai pas. Parce que je suis que comme corporate group. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est de se dire, quand vous êtes communicant, comment est-ce que vous trouvez à un moment des systèmes de gestion de marque, de gouvernance, qui permettent de vous relier directement au business. Et une fois que vous faites ça, et là-dessus, c'est pas complètement naïf, c'est-à-dire que oui, en facial, je vous dis, c'est de la décroissance parce qu'on va amener à consommer moins. Mais qu'est-ce qu'on va faire derrière? En fait, on va vendre des services qui aident à consommer moins. Donc, ce qu'on va perdre, en fait, l'argent qu'on va perdre sur la facture d'énergie, que les gens vont diminuer leur conso, on va le vendre en accompagnement. Et en service. Donc, on va le vendre en changeant tout votre système de chauffage chez vous. Et ça, on a un moment clé, c'est notamment le déménagement. C'est de dire, si certains d'entre nous ont la chance de déménager d'un vieil appart parisien avec une vieille chaudière à une maison en banlieue, en fait, on va vous mettre les panneaux solaires sur le toit, la pompe à chaleur, enfin tout ce qu'il faut, etc. Et ça a un coût. On va vous vendre l'offre de conseil, de suivi de votre conso, en fait, qui va vous venir en push sur votre appli tous les mois et ça va vous donner des petits tips, etc., etc. Et en fait, avec le marketing de B2C, on a été capable de modéliser ça en termes de business et de se dire, pour 1 euro perdu sur la facture d'énergie, voilà l'euro gagné en termes de services vendus. Et donc, c'est vraiment ça, Clémence, c'est de dire, oui, c'est une initiative de la com. Elle peut avoir l'air farfelue comme ça, mais il faut vraiment croire en notre pouvoir de transformation du business. Et pour faire ça, il faut travailler vraiment maillé avec le business, amener des KPI et comme ça, on y arrive. Mais c'est long. C'est long. Ça, c'est super intéressant. C'est très, très inspirant. J'espère pour vous aussi qui nous écoutez. Et vraiment, ça fait le lien entre l'engagement et le business. Ça fait le lien entre l'engagement et la communication. On voit que l'engagement doit être aussi traduit, exprimé et même expliqué. Je pense qu'il y a un effort de pédagogie également à mener et certainement aussi à l'interne. Alors, peut-être avant que Cindy, tu nous donnes quelques insights sur les marques engagées, parce que on en parle là avec Dunia, bien sûr, depuis déjà quelques minutes. J'ai une autre question pour toi, Dunia. Je voudrais savoir comment, puisque le programme que je trouve vraiment, tu dis qu'il y a peu de marques qui font ça, mais c'est vraiment ça. C'est très, très rare que les marques osent aller vers un programme de fidélité qui récompense les comportements, en fait, qui récompense pas les achats, qui récompense le fait de s'engager aussi aux côtés de la marque. Et ça, c'est absolument remarquable. Est-ce que vous avez aussi ce programme pour les collaborateurs ou comment est-ce que vous travaillez avec eux pour les inciter à agir? Parce que finalement, ils peuvent, eux, à chaque moment de leur vie professionnelle aussi agir dans cette direction et porter la marque, porter ses messages. Ouais. Écoute, je crois que là-dessus, tu vois, comme quoi on n'est pas parfait partout. Très sincèrement, on a encore du boulot et en fait, c'est un de nos chantiers prioritaires là. Alors, en fait, on a un sujet aujourd'hui, c'est que Engie, c'est une boîte qui est assez malmenée. Si certains suivent la presse économique, vous n'êtes pas obligés, hein, mais
on a eu une très très grosse crise de gouvernance l'année dernière avec une vacance de CEO. Il y a eu un sujet entre le départ d'Isabelle Kocher et l'arrivée de Catherine MacGregor. Il y a eu des sujets de recentrage du business model avec quand même un recentrage sur le gaz naturel, mais qui a posé question sur la légitimité de la raison d'être. Et puis, il y a eu le sujet de la crise Covid qui est passée par là, comme tout le monde, et qui fait qu'en juillet 2020, on affichait un résultat net à 0. Donc, il y a eu tout ça. Donc, on a traversé bon an, mal an et tout. Et puis, en fait, aujourd'hui, on se rend compte que la raison d'être, c'est un truc qui est devenu, qui est toujours là, mais qui est au fin fond de notre site internet, vous voyez, sur les pages froides, quoi. Et qu'en fait, c'est le seul truc qui tient les gens aujourd'hui. Et c'est à tel point que, vous savez peut-être, Engie se sépare aujourd'hui d'un pan de son activité qui est l'activité de service, qui n'est pas reliée directement à la transition énergétique. Parce que le groupe a observé qu'il n'y avait pas toujours des synergies avec des activités très éloignées qui étaient du facility management, de la restauration, de l'administration de prison, de la gestion de chaînes de froid, de la gestion de mobilité, etc. Enfin, bon. Et donc, il y a une entité qui va s'isoler, s'autonomiser d'Engie, qui va peser 70 000 personnes. Et cette entité-là, ils en sont au point où ils se disent, mais on doit s'autonomiser, mais comment est-ce qu'on fait pour garder l'héritage? Parce que nous, on a des enjeux de croissance et de marque employeur et d'attractivité. Et en fait, la raison d'être d'Engie, on veut la garder. Bon, ça va pas être possible, mais c'est pas grave. Bon. Et donc, on se rend compte de tout ça. On se rend compte de tout ça et on se dit, il y a un énorme sujet de réengagement et de réactivation de la raison d'être au niveau des collaborateurs. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des petites choses. Il y a eu le renoncement d'une certaine partie des collaborateurs à une partie de leur rémunération pendant le Covid. Pour aller plus, parce que là, je me rends bien compte, c'est un peu à côté de notre sujet, il y a le déploiement des véhicules de fonction verts, il y a des initiatives de comment est-ce qu'on a des comportements responsables sur nos lieux de travail, il y a des choses comme ça. Mais je dirais donc, j'imagine que vous travaillez au plus près des RH, du coup, cette année, sur ces sujets-là, non? Il va falloir, parce que, vous savez, il y a ce fameux mot de symétrie des attentions. On dit souvent ce qu'on fait pour nos clients, hein. Et très sincèrement, là, je peux pas dire qu'on y soit. Donc, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ont des bonnes pratiques à partager. Je dis pas qu'on les maltraite, hein, pas du tout. Mais on n'a pas du tout. Enfin, moi, c'est bête, quoi, mais je rêve que quand je vais à la cantine le jour où elle ouvrira, le yaourt qu'on me propose, il soit sourcé de manière responsable chez un petit producteur. On nous mette une flotte de véhicules électriques parce que la tour, elle est un peu loin au fin fond de la Défense pour nous transporter du RER à je sais pas où, qu'il y ait un reward pour les collaborateurs vertueux. Il pourrait même, d'ailleurs, le programme de FID, on pourrait le faire pour les collaborateurs. Hein. Alors, c'est peut-être pas un reward financier. Ça pourrait. C'est-à-dire, si tu te déplaces bien, si tu fais du mentoring et que tu aides Engie à tenir ses engagements d'alternance, si tu transmets les bons gestes chez toi, si tu cooptes des gens pour le programme de FID, qu'est-ce que tu gagnes? Absolument. Parce que être une marque éclairée, c'est aussi être une marque éclairée de l'intérieur. C'est pas simplement à l'extérieur. C'est ça. Et le rayonnement, il est là. Enfin, aujourd'hui, on voit bien, c'est au-delà de la symétrie des attentions là. Ça fait peut-être une transition pour toi, Cindy, pour nous partager quelques clés de l'engagement. Oui, alors déjà, je vais commencer par dire qu'on a une question de Bénédicte que je ne vais pas poser tout de suite. Mais Bénédicte, j'ai bien noté votre question. Alors, évidemment, cadeau aujourd'hui, je voulais vous présenter en exclusivité ces chiffres d'une étude sur l'engagement des marques que nous avons fait pour la première fois l'année dernière, en février 2020. Et donc, nous avons refait cette année, en février 2021. Alors, ce qui est super, parce qu'en février 2020, souvenez-vous, finalement, en France, le Covid n'était pas encore arrivé et on ne se doutait même pas de ce qui allait se passer. Donc, du coup, on va voir vraiment l'impact de cette année sur le sujet des marques engagées. Donc, les répondants sont des directeurs communication et marketing.
pour voir un petit peu où en sont les marques, qu'est-ce qu'ils pensent de cette tendance de l'engagement. Est-ce une tendance d'ailleurs ou est-ce véritablement une transformation? Et Dounia, vous allez voir que je vais passer vite parce que vous avez abordé à peu près tous les sujets de l'étude. Mais vraiment, coupez-moi quand vous voulez, mais je pense que ça vient tout simplement appuyer votre discours parce que vous avez parlé déjà de beaucoup de choses. Alors, les premiers chiffres de l'étude montrent vraiment qu'aujourd'hui, il n'y a plus de doute, hein, les directeurs communication marketing sont unanimes. Aujourd'hui, une société et une marque se doit de porter des engagements sociétaux et environnementaux. Ils sont 99% à penser ça, c'est 9% de plus en un an. Et puis, bah, ils sont carrément 80% à penser que c'est pas pour faire joli, c'est pas une action de com, c'est pas une tendance. On parle de survie. Pour 80% des professionnels interrogés, il en va de la survie de la marque, de la construction de son avenir et de sa pérennité. Alors, je ne sais pas, Dounia, si vous partagez ce point de vue aussi tranché. Ouais, alors oui, je le partage complètement. Après, je vous avoue que là, il y a une actu qui est toute récente. Enfin, je pense qu'on a toutes vu, qui me questionne énormément. Ouais. Ah ouais, je suis d'accord avec vous, ça m'a refroidi, oui. En fait, je voulais vous interroger là-dessus, ouais, sur en fait, on y est. L'éviction des manuels Faber de Danone. Hein, alors après, il se dit dans les médias qu'il serait trop engagé, trop responsable, mais peut-être qu'on ne connaît pas toute l'histoire. Je ne sais pas quel est votre point de vue, effectivement. En fait, bon, déjà, je pense que ça montre que le débat du jour, il tombe. Là, Cindy, sur votre thématique, vous n'auriez pas pu mieux faire sur le choix de la thématique et de la date. Non, après, moi, en toute humilité, en tant que communicant, est-ce qu'on peut condamner ce qu'a fait Faber? Je crois que non, en tant que communicant. Après, je comprends qu'il y a d'autres paramètres. Voilà, mais en fait, ça pose pour moi une énorme question parce qu'il y a tout ce qu'on a fait et tout. On est tous là, 60-70 personnes. Ça fait quelques années qu'on est picousé au purpose, à la raison d'être, et comme je vous l'ai dit, ça s'est accéléré. Bon. Et aujourd'hui, on se prend la sanction Faber. Et d'ailleurs, après l'édiction de Faber, le cours de bourse de Danone monte. Et pour moi, on se retrouve avec un truc hyper compliqué à gérer en tant que communicant. C'est que d'un côté, il y a les exigences des marchés, qui sont particulièrement vraies pour les boîtes cotées. Et alors que toutes les grandes boîtes, les fonds d'investissement, enfin je ne sais pas si certains connaissent BlackRock, la fameuse lettre de Larry Fink à toutes les grandes boîtes, tous les ans qui disait « moi je suis un fonds qui soutient les entreprises engagées, il y a de la valeur là-dedans, etc. » Ben, en fait, dès qu'une entreprise est trop engagée, le patron saute et le cours de bourse s'effondre. Mais du coup, les citoyens ne suivent plus ou risquent de moins suivre en tout cas. Et c'est de dire, bah, quand je prends trop la tangente et que je tire trop du côté de l'attente citoyenne, bah, le marché me sanctionne. Mais si je retourne aux bonnes vieilles règles du marché, et on dirait que c'est un peu ce que nous impose l'ère post-Covid, c'est quand même que 1 euro est 1 euro, value for money, et les gars, on a tous voulu faire le bien pendant le Covid, mais on va tous être rattrapés par le sujet de faire de la performance. Bah, si on tire trop par là, en fait, on va perdre nos clients. Et là, moi, j'avoue, et je pense qu'on en est tous là, on est tous face à un énorme dilemme qui est de se dire, OK, comment je vais trouver la ligne de crête? Parce que Faber, il l'a pas trouvé. Alors, Bompard, chez Danone, chez Carrefour, pardon, il l'a peut-être trouvé. Parce qu'il manipule, mais il est moins dans la radicalité. Voilà. Il manipule sa transition alimentaire d'un côté et la rationalisation de sa boîte de l'autre, qui j'imagine est un boulot de 6h à minuit. Voilà. Mais c'est marrant ce que vous disiez parce que j'avais discuté avec la directrice de votre homologue chez Carrefour et c'est terrible cette transition alimentaire, peut-être comme la transition énergétique parce que quand ils font des sondages auprès de leurs clients, tout le monde veut des légumes qui viennent du jardin du coin, des légumes de saison, etc., etc. Sauf qu'ils ont fait des pilotes dans certains magasins où, par exemple, ils ont enlevé les tomates. Et ben, il se trouve que les clients, ils sont allés dans le magasin concurrent parce que les gens veulent acheter des tomates, quel que soit
quel que soit le mois. Donc, en fait, on est tous aussi entre ces paradoxes du je veux faire mieux, mais il faut pas trop que ça m'embête quand même, parce que quand j'ai envie de tomates en décembre, j'ai envie de tomates en décembre. Donc, Pour avoir animé un c'est débat compliqué. pour avoir animé un débat sur la question, justement, là, sur notre nouveau réseau social qui s'appelle Clubhouse, euh, j'ai eu un certain nombre de réponses. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les acteurs qui sont plutôt dans des plus petites structures, voire dans des toutes petites et qui sont dans le mode start-up, et qui donc arrivent sur le marché, si j'ose dire, en tout cas arrivent dans notre économie avec une fraîcheur qui n'est pas impactée par la culture d'un siècle ou d'un siècle et demi de monde industriel. Eux, ils pensent que ce sont les petites structures qui vont réussir à nous faire changer vraiment et que bah, c'est juste normal finalement si Danone n'y arrive pas parce que c'est une telle entreprise tellement énorme que la faire bouger, bah, ça fait bouger le marché et le marché réagit et éventuellement sanctionne un engagement trop fort. Moi, je trouvais assez incroyable d'entendre ça, de dire bah, en fait les consommateurs aujourd'hui, ils ont davantage confiance dans les nouvelles sociétés que dans les anciennes. Euh, Malgré tout, je pense que l'impact d'un engagement fort chez Engie ou chez Danone, ça, c'est évidemment beaucoup plus puissant. C'est un impact incroyable. Donc, effectivement là aussi une sorte de ligne de crête entre les nouveaux acteurs qui s'engagent et puis les acteurs historiques qui s'engagent aussi, mais qui ont des difficultés à convaincre le marché que c'est ça, que c'est cet engagement qui va finalement être apprécié de leurs clients et de leurs consommateurs. Ouais. Et là-dessus, je pense qu'il y a un levier, hein, c'est le sujet des coalitions. C'est-à-dire que voilà, c'est le sujet de l'attelage, alors avec des petits, des gros. On a vu des trucs que moi j'ai trouvé géniaux hein, pendant le Covid. Bon, il y a une marque qui, je trouve, fait un travail remarquable, qui est Intermarché. Vraiment remarquable et en termes. Enfin, voilà, je trouve que le travail sur le business model et la publicité est incroyable. Et quand Intermarché dit désolé Amazon, mais nous on va mettre un corner virtuel sur notre site internet pour que les libraires puissent vendre leurs livres chez nous. Voilà, ou quand ils disent une accroche très bien trouvée, il faut bien que jeunesse se passe, mais tout ne peut pas passer et que pour 20 euros d'achat par les jeunes, ils donnent un bon d'achat de 10 euros. Enfin voilà, je trouve que c'est. Mais alors c'est marrant, Tonia, on dirait que vous avez vraiment fait cette étude parce que il y a un top 10 des marques engagées qui va avec l'étude et figurez-vous qu'Intermarché, qui n'apparaissait pas l'année dernière, arrive là directement au numéro 6. Quand on a demandé aux communicants de nous citer spontanément des marques engagées, ils ont fait un énorme boom. Et puis à l'inverse, alors Carrefour est sorti du classement. Ils étaient numéro 3 l'année dernière, ils sont sortis du classement. Et donc c'est marrant, effectivement, Intermarché, Decathlon a aussi fait un gros boom. Et vous, Engie, vous êtes resté stable. Vous êtes numéro 12, me semble-t-il. 2020-2021. Voilà. Donc, mais en tout cas, juste pour revenir là-dessus, je pense que le réflexe des grosses boîtes, en fait, c'est de fermer, quoi. Hein. On dépose des brevets, on ferme les systèmes, il y a des clauses de confidentialité partout, etc. Et par rapport aux petits acteurs dont Patrice parlait, alors certaines boîtes ont développé leur hub innovation, etc. Mais il faut aller plus loin, quoi. Il faut faire du business avec elles, il faut les agréger autour de nous. Bon, nous, on le fait. Bon, là, on a fait un truc avec Total, qui n'est pas une petite boîte, mais qui est quand même totalement inédit, en disant, bon, sur l'hydrogène, en gros, ça va pas assez vite. Donc, on se met ensemble avec Total et on lance la première infrastructure d'hydrogène vert en France. Et voilà, il faut faire avec, parce que je suis complètement d'accord, Patrice, avec vous et ce que vous nous reportez là. Il y a de toute façon une force d'inertie chez les gros qui fait que ça va passer vite. Il y a aussi le fait que les gros, ils sont sanctionnés par les marchés alors que les petits, ils sont pas cotés. Donc, ils sont moins gênés aux entournures. Mais en tout cas, il faut faire ensemble, quoi.
C'est urgent, urgent, je pense. Ouais, il y a le vrai mot d'écosystème hein, qui arrive vraiment fort cette année, c'est-à-dire travailler ensemble avec toutes les parties prenantes et pas chacun de son côté pour faire bouger les choses plus vite, hein, comme vous le disiez pour Total Alors, je vais avancer rapidement hein, parce que déjà l'heure tourne. Et puis encore une fois, je crois que tout a été dit. Je voudrais quand même vous donner des chiffres sur les entreprises en action. 68% des entreprises nous disent qu'elles ont engagé des actions concrètes hein, au sujet de l'engagement. C'est plus 10% par rapport à l'année dernière. Bon, le sujet de l'engagement n'est pas d'actualité chez 10% d'irréductibles. Ce n'était pas d'actualité l'année dernière. Et ben, ça l'est toujours pas cette année. Mais en tout cas, on voit beaucoup moins d'entreprises en réflexion et beaucoup plus d'entreprises en action. Évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de demander quel était l'impact Covid. 20% des directeurs communication nous ont dit que la crise sanitaire avait influencé leur stratégie d'engagement. De deux manières, elle l'a accéléré d'une part, ils ont arrêté de réfléchir, ils ont agi. Et d'autre part, et ça je voulais Dunia, j'aimerais que vous nous l'expliquiez un petit peu, sur les engagements prioritaires. Parce que d'après l'étude, celui qui arrive en numéro 1, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Vient ensuite le bien-être des salariés, l'ancrage local hein, dont vous avez parlé, l'achat et la production responsable, et puis ensuite les bonnes pratiques écologiques internes. Alors là, je mets une petite alerte parce que il y a quand même beaucoup d'engagements qui tournent autour de l'environnement, de l'écologie. Moi, ce qui m'a un petit peu étonnée et ce qui me fait un petit peu peur, c'est les sujets sociétaux comme l'égalité femmes-hommes, la diversité et l'inclusion qui sont prioritaires pour 6 et 5% des sociétés. Alors vous, NJ, vous disiez au début, finalement, vous en avez plusieurs d'engagements. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Parce que quand on voit les mouvements comme Black Lives Matter, on voit bien que ces sujets sociétaux sont excessivement importants. Ça vous étonne ces chiffres-là? Non. En fait, je pense que non. Alors, ça m'étonne pas parce que je pense que autant prendre soin de la planète, ça y est, c'est un truc qui est ancré. Mais alors prendre soin des gens qui y vivent, on a complètement loupé le coche. Alors moi, j'ai un point de vue perso, mais Patrice, voilà, parce qu'il voit beaucoup de gens, il entend. Enfin, c'est un capteur fort, il va nous dire, mais en fait, moi, je pense que l'environnement, c'est devenu. Il n'est pas facile à mettre en œuvre, mais il est facile en com, si vous voulez. Il n'est pas clivant. Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire, vous vous engagez pour l'environnement, personne ne peut vous faire boue. Voilà. Voilà. Les questions de genre, les questions de diversité, les questions de race, les questions de. Enfin, pardon, c'est pas du tout le bon mot, excusez-moi, mais de couleur. Oui, Voilà. mais effectivement, c'est plus clivant. Enfin, Ouais, vous voyez, même moi, je vous le dis là et je me dis, enfin, voilà, c'est hyper clivant. Et moi, étant dans une boîte en plus, dont l'État, l'actionnaire majoritaire est l'État, alors la chance qu'on a chez Engie, c'est que seule boîte du CAC avec une femme dirigeante. Et donc, en fait, une femme comme Isabelle Cocher et Catherine McGregor maintenant, elles étaient d'ailleurs, comme beaucoup de femmes, hein, patronnes, on met les habits d'un homme au départ. Et l'une avec un parcours de financier, l'autre avec un parcours d'ingénieur international, etc. Mais l'opinion a tellement appelé ces femmes-là à raconter leur parcours, à faire office de rôle modèle, voilà, qu'elles sortent un tout petit peu de leur gond pour raconter leur parcours. Et de fait, ça oblige Engie à avoir des engagements sur ces sujets-là. Mais c'est pour ça, parce que très sincèrement, je crois que Monsieur Mestralet dirigerait encore la boîte. Je ne sais pas, parce que c'est un homme, hein, je ne sais pas si on aurait ce niveau de maturité là sur ces sujets. Et vraiment, ça reste des sujets très politiques et ça reste très compliqué. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, Cindy et Patrice, mais moi, c'est pour ça que je vois un décrochage. Il y a en effet un peu une espèce d'effet Miss France, l'écologie, voilà, il faut sauver le monde. Enfin, voilà, le côté finalement, je me mouille pas trop.
Oui, mais en fait, c'est vrai ce que dit Dounia, ce sont des sujets que les entreprises ont plus de mal à aborder. En même temps, je vois de plus en plus quand même d'entreprises qui communiquent sur le score de parité, hein. Il y a un scoring aujourd'hui, donc elles essayent de montrer qu'elles respectent l'égalité homme-femme, qui est quand même un sujet qui petit à petit vient dans les consciences et les esprits. Après, sur la diversité, le respect des différences, le fait qu'on soit complémentaires dans nos compétences, qu'on puisse travailler sur l'intelligence collective. Alors, ce sont des sujets qui sont peut-être plus ancrés dans l'esprit des jeunes entrepreneurs aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est plus compliqué à communiquer pour une entreprise où il y a 150 ou 170 000 collaborateurs, parce que comment on fait pour vraiment le faire, quoi. On peut pas communiquer sur ces sujets aussi facilement. C'est-à-dire qu'il y a la preuve de l'action et puis il y a la preuve de l'existant. Et l'existant, faire évoluer le recrutement et les équipes et inclure enfin, toutes ces postures-là qui sont très louables et qui sont faciles à faire quand on est 100 personnes ou quand on est 6, quand on est 170 000, on va pas mettre dehors un certain nombre de gens pour pouvoir en avoir d'autres et se dire, tu vois, finalement, on a représentativité qui est meilleure. Bon, on a ce problème parce que c'est un héritage, parce que c'est un siècle et demi d'industrialisation, de mondialisation, et c'est comme ça. Et donc, Alors, oui, ça. Émilie nous rappelle que c'est une obligation légale de le calculer, justement, ce coefficient. Oui, oui, mais on fait tant mieux. Mais on fait des efforts, on fait des progrès dans les entreprises, mais je pense que c'est aussi compliqué de communiquer parce que si ton score est moyen, est-ce que c'est vraiment passionnant de le dire, quoi? Est-ce que tu pourrais commencer par faire quelques efforts? Alors, dire que tu t'engages pour la réduction de ton empreinte carbone, c'est quand même le minimum. Donc, je trouve que c'est assez facile de le dire et peut-être de le faire d'une certaine façon. Après, c'est aussi de pourcentage. Je crois que l'engagement et la prise de conscience, ça fait quand même 15-20 ans qu'on en parle. Donc c'est logique qu'on a quand même, on commence à se mettre en action. Donc, alors que les sujets de la diversité et de l'égalité, c'est quand même sont beaucoup plus récents, malheureusement. Et voilà, on n'a pas un siècle d'historique. Hein. Le droit de vote des femmes en France, ça fait pas un siècle. Hein. C'est moins que ça. Donc, Alors, l'heure tourne, je suis désolée, mais je suis un petit peu obligée de passer vite. On pourrait en discuter des heures et j'adore ça, mais je sais que nos auditeurs sont aussi timés. Je voulais finir sur quelque chose, parce que j'ai promis à Bénédicte que je poserais sa question. Je voudrais aller sur le sujet de la mesure. Les répondants de l'étude nous ont dit à 80% que oui, une marque engagée, ça avait un impact positif sur les performances du marketing. Mais quand on en vient à la mesure, en fait, il y a moins de 50% des professionnels qui arrivent à mesurer vraiment l'impact de leur stratégie d'engagement. Donc, leur impact déjà sur l'écologie, sur l'environnement, sur le social, mais aussi sur leur image et leur réputation de marque. Et la question de Bénédicte, Dunia, c'était, et vous, est-ce que vous faites des études justement sur votre image de marque et est-ce que vous avez vu votre image s'améliorer? Alors, comme j'ai dit, parce que Patrice m'a posé la question ce matin et je lui ai dit, oh là là, Patrice, je suis un peu sèche sur le sujet, mais non, non, mais alors, je vais vous dire, oui, on fait des études d'image et de notoriété, mais elles ne sont pas orientées sur ce sujet de l'engagement. C'est-à-dire que comme voilà, toute bonne DIRCOM, on va et on dit au COMEX, regardez, on a bien fait d'investir ces euros-là parce que franchement, notre notoriété, elle a pris 2 points alors que DS, elle a pris qu'1 point, etc. Bon. On a besoin de faire ça, mais ça ne vous donne pas une réponse. Je pense, moi, qu'il y a 2 choses qu'il faut regarder. Après, ce n'est pas donné à toutes les boîtes de pouvoir payer ça. Un, il faut regarder la valorisation des marques. Et ça, il y a plein d'instituts qui font ça, c'est-à-dire on a un sujet pour moi aujourd'hui qui est d'aller voir nos patrons en leur disant ta marque, elle a de la valeur, il faut que tu la fasses rentrer dans ton bilan, ça fera prendre de la valeur à ta boîte. Exemple et a concret, priori, de plus en plus de valeur. Les actifs intangibles tels que la marque prend une part de plus en plus importante dans la valorisation.
Voilà, exemple concret, j'ai lu ça récemment quand Kering a racheté Puma. La valeur de la marque Puma faisait 50% du prix de la vente. Voilà. Oui, c'est La valeur. court Donc aujourd'hui. la clé, de toute façon, ça revient toujours à rattacher au business, en fait. Hein. C'est comme ça qu'on pourra se faire entendre, hein, que ce soit… C'est ça. Et donc, pour répondre à Bénédicte, ce qu'il faudra être capable de mesurer, c'est de dire, compte tenu des actions engageantes, d'engagement que je mène, puisque aujourd'hui tout le monde s'accorde à dire qu'elles créent directement de la performance client, de la préférence, pardon, enfin, de la considération, de la préférence, de l'intention d'achat et donc du choix, il faudrait pouvoir regarder s'il y a une corrélation entre l'augmentation des actions de la marque en termes d'engagement et la valeur qu'elle prend au bilan de l'entreprise. Donc ça, c'est une première chose. Et après, il y a des indicateurs beaucoup plus simples et je sais que ma réponse n'est pas parfaite parce qu'en réalité, je pense que la mesure de la performance des engagements extra-financiers d'une boîte, c'est un énorme sujet. Et je pense que si un Danone avait pu rationaliser, objectiver d'une manière ou d'une autre la valeur de son engagement à privilégier le local, enfin tout ce qu'on fait, peut-être que Faber ne serait pas dans cette situation parce qu'il pourrait mettre d'autres éléments en bilan. Voilà, donc il y a un vrai sujet là-dessus. Mais il n'est pas que à la portée des communicants, quoi. Hein. On est vraiment… bon. Le deuxième sujet, plus simple, et ça je pense que tout le monde le fait ici, on fait tous du web listening, de l'analyse de bruit médiatique, etc. Bon, ça, on a beau avoir des… je pense que Cision, vous le faites. Hein, c'est notre métier, c'est ce qu'on fournit effectivement des bilans d'image de marque. Ouais. Voilà, il faut aller fouiller. En fait, il faut se casser la tête à dénouer tout ça et à regarder s'il y a des corrélations pareilles entre la médiatisation de vos actions d'engagement et le bruit positif sur votre réputation et sur votre marque, quoi. Moi, c'est vraiment les deux grands leviers et c'est ce que je suis en train de faire, en tout cas, moi, à mon échelle avec mon équipe, c'est de dire il faut rapprocher les sujets de valo de marque qui sont plutôt des sujets froids parce qu'une valo de marque, ça se fait une fois par an, au sujet de web listening et de bruit médiatique qui sont là vraiment des sujets de quotidien, de regarder comment les crises nous impactent et si justement les initiatives d'engagement arrivent à amortir le choc des crises pour que le bruit positif soit supérieur au bruit négatif et en croisant les deux, on arrivera à objectiver. Bénédicte, pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous donner. Vous faites partie au moins de la moitié qui essaye de mesurer. Écoutez, je suis désolée, il va falloir qu'on arrête le webinaire. Comment? On peut ajouter un mot là-dessus? Parce que moi, je voulais souligner l'idée que la notoriété, c'est la conséquence de nos actions. Donc déjà, soyons dans l'action et ça aura un impact sur notre notoriété, enfin sur la notoriété de la marque. Ça me paraît un point vraiment essentiel. Et la deuxième chose, c'est quand même qu'on devrait maintenant comprendre que la marque, sa valeur en tout cas, la valeur de la marque, c'est le résultat des conversations, enfin, c'est conséquence des conversations. C'est ce que dit Dounia très bien, c'est la différence entre la conversation positive et, enfin, l'écart entre conversation positive et conversation négative. C'est ça qui crée de la valeur. Et aujourd'hui, quand une marque est vraiment engagée et le fait savoir par l'action, je pense que ça a un impact direct sur les conversations. Alors là, ça renvoie évidemment à ton métier, Cindy, d'écouter ces conversations et de sortir ce qui est valorisé. Et sortir des insights, parce qu'écouter, tout le monde sait faire, mais en tirer quelque chose, c'est ça qui est un vrai métier finalement. Je voulais vous remercier vraiment. Dounia, merci beaucoup. Vous avez gagné une cliente puisqu'Émilie me dit qu'elle a envie de se renseigner sur les contrats NJ. Avec plaisir. Non, mais plus sérieusement, j'ai beaucoup de bons retours sur ce webinaire. C'était vraiment passionnant. Merci Dounia, d'autant que voilà, vous a laissé toute seule au dernier moment porter ce webinaire et vous l'avez fait vraiment super bien. Encore merci d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui ont passé cette heure avec nous. Merci à toi, Patrice, le plus gros amoureux des marques de France. Et puis, j'espère à bientôt. Et puis, écoutez, engagez-vous.
Soyons engagés. Merci, Dunia. Et merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci, Cindy. À bientôt. Bonne journée. De même. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.